Europa Park c'est cool, d'accord, mais il y a trop de choix, sérieux, plus de 100 attractions, mais par quoi on commence? On va jamais y arriver, on va tourner en rond pendant toute la journée et tout ce qu'on aura gagné c'est un mal de pied. Et puis c'est quoi tous ces mots en allemand là, je comprends rien. Est-ce que je veux vraiment tester un truc qui s'appelle Gerteslor? Vous reconnaissez cette situation? Alors venez avec moi. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est à Europa Park. Oui, enfin. Et je sais que ça peut paraître un peu beaucoup quand vous voyez Europa Park parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de choses à tester. Mais vous verrez qu'avec un peu d'organisation et de bullshit, on peut en venir à bout, rien n'est impossible. Mais avant de parler du parc en lui-même, un petit peu d'histoire comme d'habitude. Et asseyez-vous parce que ça peut prendre un peu de temps. Alors, les origines de Europa Park remontent en 1780 quand Paul Mac fonde la compagnie Mac, alors spécialisée en construction appliquée au monde du spectacle. Et ce n'est qu'en 1920 que la compagnie commence à produire des montagnes russes pour les fêtes foraines et devient alors Mac Rides. Et puis en 1975, Franz Mac, le directeur de la compagnie de l'époque, décide de faire un coup marketing de ouf, construire un parc de loisirs qui servirait en fait de vitrine grandeur nature au manège Mac. Franz Mac et son fils Roland partent donc étudier les parcs à thème aux États-Unis pour s'en inspirer, et en particulier de Disneyland d'ailleurs. Vous verrez qu'il y a 2-3 petites similitudes. Et donc ils élaborent le concept art d'Europa Park. Alors il faut savoir que si actuellement Europa Park se trouve à Roust, à quelques kilomètres de la frontière franco-allemande, au départ les Mac avaient visé un autre emplacement encore plus près de la France, la ville de Breisach. Malheureusement le terrain étant inondable, les Mac se sont dit que c'était peut-être pas trop le bon plan et ont alors opté pour notre bonne vieille Roust. Mais Breisach a quand même laissé sa petite marque sur l'histoire d'Europa Park. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Europa Park s'appelle Europa Park? Eh bien en fait il se trouve que pas loin de Breisach se trouve un lac nommé Europa-Sea, aka le lac d'Europe. En plus, Breisach est la première ville européenne à avoir lancé un vote pour récolter les avis des habitants concernant une potentielle Union européenne. C'est quelque part le berceau de l'UE, et du coup, en sorte d'hommage, les Mac ont opté pour le nom Europa Park. Et pourtant, malgré le nom Europa Park, il n'y avait pas vraiment de thème à l'ouverture du parc qui, on le rappelle, était juste une expo des manèges Mac. Ce n'est qu'en 1982 que le parc ouvre son premier quartier thématique, l'Italie. Au fil des années, de nombreuses autres zones thématiques se sont ajoutées, toutes très bien décorées, remplies de secrets et de clins d'œil, et actuellement, en 2020, il existe 18 zones, dont 15 basées sur l'Europe et 3 sur des thèmes un petit peu plus fantastiques. Mais on reviendra sur les zones un petit peu plus tard. Pour résumer, Europa Park ne s'est pas construit en un jour, mais il y a un élément fondamental du parc qui était là depuis le début, j'ai nommé Ed Euromouse. Ed Euromouse est la mascotte d'Europa Park et cette petite souris est là depuis l'inauguration du parc en 1975. Et je sais ce que vous allez dire, une souris comme mascotte. Original. Mais la souris n'a pas été choisie par hasard et non, c'était pas juste pour copier Disney. Il se trouve que les attractions du type White Mouse étaient les préférées des Mac. Je sais pas trop pourquoi, parce que bon, les White Mouse c'est le cancer, mais bon voilà. Et dans White Mouse, il y a bien Mouse, d'où le choix de la souris. C'est QFD. Peu à peu, tout plein d'amis ont été ajoutés à Ed Euromouse, comme sa version féminine, Eda Euromousey et d'autres mascottes qui représentent les différents pays du parc. Toute la petite bande est omniprésente dans le parc, que ce soit au point photo, dans des spectacles et même dans les attractions. Pour des personnages qui n'existent pas en dehors de Europa Park, genre il n'y a pas de film ou de série sur eux, ils ont vraiment bien su s'imposer et se faire apprécier du public, c'est cool. Du coup, on a des manèges de qualité, une mascotte attractive, des décors sublimes, une thématisation poussée, et tous ces éléments font d'Europa Park peut-être le meilleur parc européen. Il a d'ailleurs été élu meilleur parc de loisirs de 2014 à 2019 par le magazine Amusement Today, et actuellement le deuxième parc le plus fréquenté d'Europe après Disneyland Paris. Alors, est-ce qu'il mérite toute cette hype? C'est ce qu'on va voir. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le parc compte 18 quartiers thématiques. Alors je préviens, on va pas forcément les explorer dans l'ordre de visite dans la vidéo, surtout parce que l'ordre de visite il est très relatif, le plan est pas hyper bien foutu, mais plutôt par ordre de construction des zones. On commence par la zone l'univers de l'aventure qui est en fait le noyau du parc et qui correspond à ce qu'il était à son ouverture. C'est surtout une zone de repos pour se détendre au bord du lac. Il y a en gros 2 attractions à faire dans cette zone, à savoir l'African Queen, une balade sur un bateau à vapeur qui date de l'ouverture du parc, et les radeaux de la jungle qui datent de 1978 pour partir à la découverte d'un village africain et d'animaux animatronics. Ce sont 2 des attractions les plus vieilles du parc et du coup on sent un peu l'inspiration Disney, surtout avec les radeaux qui ressemblent à Jungle Cruise. Mais bon, la comparaison s'arrête là, ces radeaux de la jungle offrent une expérience très différente de celle de Jungle Cruise, plus en mode promenade qu'en mode découverte d'animatronics. Affaire pour se poser un peu. On passe ensuite à la zone Italie, première zone sur le thème de l'Europe, construite en 1982. C'est aussi la première zone que vous verrez lors de votre visite, et c'est là que Ed Euromouse et ses amis vous souhaiteront la bienvenue avec un spectacle d'ouverture. L'architecture s'inspire du baroque et de la Renaissance. Ici, je vous conseille de faire Vola da Vinci, un petit voyage à bord d'une des machines volantes inventées par Léonard de Vinci. L'attraction regorge de petits détails et d'hommages à Léonard de Vinci pour geeker un peu, et ça vous fera visiter le parc, idéal comme première attraction. Impossible aussi de ne pas faire
découvert le château hanté. Si vous êtes fan de Phantom Manor à Disneyland, vous allez vous régaler. Là pour le coup c'est pratiquement un copier-coller avec la stretching room, les bustes qui chantent, la salle de bal, etc. Au début c'était censé être un voyage effrayant au cœur de la Renaissance italienne, d'où le fait qu'il se trouve dans le quartier italien, et mine de rien, à partir des éléments du décor, le visiteur pouvait s'imaginer une histoire à tel point que l'attraction a donné naissance à un spectacle. Ça s'appelait Spook Me et c'était la première comédie musicale de Europa Park. Il y avait toute une histoire de fantômes un peu tragique avec de vrais personnages inspirés de l'attraction, de super décors et costumes et quand même 40 minutes de performance en live. Et oui, le château hanté d'Europa Park, c'est peut-être pas Phantom Manor, mais en attendant, elle est où la comédie musicale de 40 minutes avec Mélanie Ravenswood Disney Bref, malheureusement, après une rénovation en 96, l'attraction a perdu de cette première storyline. Des tonnes d'éléments ont été ajoutés et aujourd'hui, ça a plus vraiment de cohérence et ça ressemble plus à un fourre-tout de clichés de trucs d'horreur. Après, ça vaut vraiment le coup parce que c'est drôle. Ensuite, direction la zone Hollande qui date de 1984. On peut déjà remarquer le moulin à vent qui vous accueille à l'entrée du village et l'architecture typique hollandaise avec les poutres au sommet des habitations qui servaient à acheminer les marchandises. Leur version de l'attraction des tasses est aussi une référence à la fabrication néerlandaise puisqu'elles sont toutes en faïence de Delft. Bon alors au premier coup d'œil on pourrait être tenté de zapper cette zone, elle est dans un coin un petit peu reclus du parc, ça forme un cul-de-sac, elle est pas très grande, il y a que des petites attractions pour enfants, un peu de bouffe, bon voilà. Mais il faut pas oublier que c'est aussi là que se trouve l'une des attractions phares du parc, Piraten in Batavia. Alors, Piraten in Batavia a ouvert au public en 1987, peu de temps donc après l'ouverture de la zone Hollande. Comme vous vous en doutez sûrement, ça ressemble étrangement à une certaine attraction avec des pirates à Disneyland. Et vous allez encore me dire, oh mais arrête de comparer avec Disney, gna gna gna, mais c'est pas négatif de comparer avec Disney, c'est juste factuel. Piraten in Batavia est une copie de Pirates des Caraïbes, c'est tout, c'est le même concept, c'est des pirates, un bateau, il y a des chutes, il y a même un restaurant à l'intérieur de l'attraction, c'est Pirates des Caraïbes. Même dans l'histoire de base de Piraten in Batavia, on retrouve un peu la trame scénaristique de Pirates des Caraïbes. À son ouverture et jusqu'en 2018, l'attraction transportait les visiteurs au cœur d'une attaque de pirates sur une colonie hollandaise d'Asie du Sud-Est qui date de 1619. Et puis en 2018, un incendie ravage complètement l'attraction. Elle reste alors fermée pendant 2 ans et rouvre en 2020 avec une toute autre histoire, celle de Bartholomeus van Robmont, un aventurier à la recherche de la légendaire dague le tigre de feu qui rend invulnérable toute personne qui entre en sa possession. Et au final, cet incendie aura été bénéfique au parc car cette nouvelle version est juste incroyable. Donc Piraten in Batavia c'est bien plus qu'une simple rénovation. Là ils ont vraiment recréé complètement l'attraction en ajoutant des personnages et une intrigue. Bon c'est vrai que Piraten in Batavia n'a jamais été qu'une simple mauvaise copie de Pirates des Caraïbes de toute manière vu que l'attraction a toujours été excellente. Mais maintenant il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à Pirates des Caraïbes. Il y a une histoire qui est complètement différente. Je vous conseille par contre de regarder le court-métrage Cap sur Batavia avant de voir l'attraction parce que ça vous donnera un vrai contexte vu que le court-métrage est une sorte de préquel à l'attraction. Parce que si vous faites Piraten in Batavia sans avoir vu Cap sur Batavia avant, vous allez comprendre vite fait ce qui se passe, mais vous allez passer à côté de beaucoup de choses, y compris des personnages qui sont hauts en couleur et très sympathiques. Les personnages sont d'ailleurs de vraies icônes pour les fans du parc, tout comme Mélanie Ravenswood avec les fans de Disneyland Paris par exemple. Donc Piraten in Batavia est une attraction à faire absolument si vous allez à Europa Park et ne vous dites pas oh non c'est une copie de Pirates des Caraïbes, je vais pas le faire. Non vraiment ça vaut le coup et c'est même mieux que la plupart des versions de Pirates des Caraïbes que j'ai pu faire personnellement. Bon après Piraten in Batavia a toujours été très réussi, je me souviens quand je l'avais faite l'ancienne version, je m'étais dit qu'elle était même peut-être meilleure que Pirates des Caraïbes de France et des États-Unis. Quand la copie dépasse l'original. L'attraction a d'ailleurs donné naissance à des personnages emblématiques et tout aussi appréciés par les fans d'Europa Park que Mélanie Ravenswood peut l'être par les fans de Disney par exemple. Bartholomeus van Robmont aura même droit à sa série de romans d'aventure et dans le quartier français, vous pouvez assister à une de ses aventures sur grand écran. Comme quoi les normies, là, ils en font 3 tonnes du remake de Pirates des Caraïbes alors que le vrai truc à suivre, c'est Bartholomeus von Redmond. Bref, après la Hollande, rendez-vous dans la zone britannique. Elle a ouvert en 1988, d'abord sous le nom de Victoria Square, pour s'agrandir en 2006 et ainsi devenir un pays à part entière. Les bâtiments sont inspirés du style Tudor et on retrouve de nombreuses références à la culture anglaise, notamment une reproduction du célèbre Théâtre du Globe. On peut aussi noter le carrousel qui date du 19e siècle et le circuit Silverstone qui date de l'ouverture du parc. Et on continue par la meilleure zone du parc, la France. La zone française a vu le jour en 1990 et petit détail sympathique, si la plupart des bâtiments s'inspirent de l'architecture des immeubles parisiens, plus on se rapproche de la zone suisse, plus le paysage ressemble à l'Alsace qui est elle-même à la frontière suisse. Il y a aussi toute une zone consacrée au cinéma avec un cinéma 4D, étant donné que la France est le berceau du 7e art. Mais la zone France accueille surtout 2 des attractions phares du parc, Cancan Coaster et Silver Star.
Cancan Coaster s'appelait Eurosat à son ouverture en 1989. C'était un coaster familial en mode voyage dans l'espace, pas du tout inspiré de Space Mountain, et en 2018, l'attraction ouvre sous un autre nom, Cancan Coaster, et se base cette fois-ci sur la France de 1900 et le cabaret du Moulin Rouge, ce qui colle beaucoup plus à la zone France du coup. Alors tout a été refait et repensé, aussi bien les effets que les décors ou la file d'attente, il n'y a que le parcours qui au final reste le même que celui d'Eurosat. Dans la file d'attente, on retrouve plein de clins d'œil à la culture française, et l'attraction démarre dans un pseudo-nuage d'absinthe qui était très en vogue au début du XXe siècle à Paris, comme tous ceux qui ont vu Moulin Rouge peuvent en témoigner. Cancan Coaster propose aussi une expérience en VR sur le thème de Valérian. Je sais pas si j'ai envie de tenter, enfin ce film était pas top. Eurosat/Cancan Coaster se trouve à l'intérieur d'une énorme géode qui est devenue l'emblème du parc. Du temps d'Eurosat, elle était même redécorée pendant certains événements, genre en œuf de Pâques à Pâques ou en citrouille à Halloween. Bref, on passe à la deuxième grosse attraction de la zone France, le célèbre Silver Star, ouvert en 2002, qui est resté longtemps la plus haute montagne russe d'Europe du haut de ses 73 mètres avant d'être battue par Shambhala en 2012 à Portaventura. Et étant donné que Mercedes est le sponsor de l'attraction, on retrouve de nombreuses références aux constructeurs automobiles dans la file d'attente. Est-ce qu'on peut parler de thème après? Je sais pas trop, hein. Et puis bon, Mercedes ça a pas grand rapport avec la France, du coup on sait pas pourquoi c'est dans la zone France, apparemment c'était juste une question de place. En tout cas là je peux vous dire que si vous êtes comme moi et que vous êtes fan de airtimes et de vitesse, vous allez adorer. En plus vous êtes attaché qu'au niveau des jambes, ce qui laisse une grande liberté de mouvement sans provoquer aucun mal de crâne, c'est vraiment parfait. Même si ça peut un peu faire flipper au début, j'avoue. En plus de ces deux attractions, le quartier français est évidemment idéal pour se promener et manger un peu. Et il y a même un parcours scénique tout mignon, plus proche de la culture alsacienne, qui s'appelle Madame Fraudenreich Curiosité. C'est une vieille Alsacienne qui a des dinosaures. Bon allez, assez traîné en France, direction l'Autriche qui date de 1992, mais qui avait déjà été un petit peu pensée dès 1976 avec le restaurant Sea House. Là on retrouve surtout des paysages tyroliens, des montagnes et une superbe grotte aux pierres précieuses que je vous conseille vraiment de visiter. Cette zone est un excellent exemple en termes de gestion de l'espace. Elle n'est peut-être pas très grande, mais aussi bien l'attraction de bûche qui s'appelle les Rapides du Tyrol ou l'Express des Alpes, premier coaster du parc, s'entremêlent d'une manière vraiment jolie pour nous faire visiter la grotte sous tous ses angles. Et le petit truc en plus, l'Express des Alpes ou l'Alpen Express comme on peut aussi l'appeler, est doté d'une expérience en VR, encore une fois pour quelques euros en plus. Maintenant direction la Scandinavie, qui est d'ailleurs flambant neuve après l'incendie de 2018 et qui avait ouvert à la base en 92. Dans cette zone, vous pourrez profiter des bâtiments à l'architecture typique construits au bord des courants tumultueux du fjord et taper la pause avec un énorme requin. L'attraction phare de cette zone, c'est les Fjord Rafting 2.0, attraction de type bouée qui mouille juste un poil plus que celle qu'on a en France. Hein. On est vraiment des fragiles en France en termes de bouée. Et dans la zone Scandinavie, vous pourrez aussi tester une petite nouveauté, l'attraction Snorri Touren, un parcours scénique qui vous fera découvrir la cité perdue de Rolantica avec la mascotte du parc aquatique Snorri. Ah ah, très bon mouvement marketing de faire une attraction entière basée sur le deuxième parc d'Europa Park. Bon, on va passer rapidement les zones Suisse, Allemagne, Luxembourg et Espagne qui offrent surtout de magnifiques décors et des lieux à visiter, même si quelques attractions valent le coup comme le Voletarium ou le Matterhorn, pour arriver finalement en Russie. La zone Russie se reconnaît à ses coupoles dorées qui reprennent les églises orthodoxes et surtout à la reproduction de la station Mir. Chaque famille russe qui se respecte a au moins une station Mir dans son jardin, c'est bien connu. Vous pouvez bien sûr visiter la station Mir avant de vous envoler pour le fameux Euromir qui a lui-même donné naissance au quartier russe en 98. C'est le spinning coaster, c'est-à-dire un coaster qui tourne beaucoup sur lui-même, le plus haut et le plus long d'Europe. Et effectivement ça tourne, chaque wagon est composé de 4 sièges, donc vous serez forcément en arrière à un moment donné. Cette attraction, je pense qu'il faut la faire pour comprendre, parce que c'est vraiment une expérience. Et je parle pas forcément du parcours, mais surtout de ce qu'il y a avant. Déjà, il y a la même musique techno-russe pendant toute la file d'attente en boucle. Vous croyez que c'est ça qui se passe dans la tête de Katia de RuPaul Drag Race? Puis avant que l'attraction démarre, vous allez monter en cercle pendant un temps interminable avec toujours cette même musique techno-russe. On a vraiment l'impression d'être dans une sorte de faille temporelle ou de devenir dingue. Bon, mais mis à part ça, c'est sympa, hein. Et en Russie, il y a surtout le fameux Dark Ride du petit flocon de neige à faire absolument. Best Dark Ride ever. Ok, maintenant direction un autre quartier que j'aime beaucoup, la Grèce. Bon alors là, pareil, il n'y a pas 3 tonnes d'attractions, mais le décor est juste incroyable. Regardez-moi la magnificence de ces colonnades. La zone représente surtout la Grèce antique plutôt que la Grèce moderne. Faut dire que l'Olympe, ça fait un peu plus rêver que la crise économique, même si l'architecture ressemble un peu au Mykonos actuel. Le cœur de la zone se regroupe autour de l'attraction Poséidon. Alors Poséidon, c'est un mix entre un coaster et des bûches avec des décors sublimes inspirés de la cité de Troie et du palais de Knossos,
Bezos, avec de multiples références à la mythologie grecque et surtout à Tonton Popo. L'attraction en elle-même est sympa et même plutôt originale si vous n'avez jamais testé ce genre d'attraction. Par contre, je vous préviens que la partie en l'air, enfin c'est-à-dire la partie où on est sur des rails, est un petit peu violente parfois. Et surtout, en sortant de Poséidon, vous pourrez faire l'attraction la plus what the fuck de l'histoire des attractions depuis E.T. à Universal, Flour der Cassandra, aka la malédiction de Cassandre. Comme vous le savez peut-être, selon la mythologie grecque, la malédiction de Cassandre, c'est qu'elle passe son temps à prévoir des désastres, mais que malheureusement personne l'écoute. Elle avait par exemple averti du truc du cheval de Troie. Donc ça c'est le mythe, ok? Bon ben là, l'attraction de la malédiction de Cassandre, c'est un madhouse, donc une maison qui tourne un peu comme la fin du défi de César pour ceux qui y mettent encore les pieds. Sauf que là, déjà, il y a de grandes chances pour que tu tombes sur cette attraction au hasard. Donc le postulat de départ, c'est que tu sais pas trop où tu mets les pieds en fait. En fait, t'as la maison qui se met à tourner comme ça, et puis t'as une meuf qui gueule en allemand une malédiction genre Cassandra, 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 et puis là, tout d'un coup, t'as une boule qui te passe sous les fesses et c'est fini et tu comprends pas. Sinon, dans le quartier grec, il y a aussi le vol d'Icare, non pas le même qu'au parc Astérix, là c'est juste un manège avec des montgolfières. Pegasus, non, c'est pas la même chose que Pegasus Express, et une attraction interactive de tir sur le thème d'Atlantide. Là, j'ai pas de comparaison pour celle-là, vu que Disney nous refuse toujours une attraction sur l'Atlantide. Après la Grèce, on va au Portugal et l'attraction Atlantica Super Slash, qui est selon moi une énorme arnaque. En fait, dans un bateau, tu montes, ensuite tu fais ça à l'envers, après tu fais ça, tu descends, splash, t'es mouillé et voilà, 1 heure de queue pour ça. Alors, elle doit avoir ses fans, et si vous l'aimez tant mieux, mais perso, je ferais pas plus de 20 minutes de queue pour ça. Et on passe rapidement sur la zone Irlande, consacrée aux attractions pour les enfants, pour approcher de la dernière zone à thème européen du parc, l'Islande, qui compte 2 des plus grosses attractions du parc, Bluefire et Vodan. Alors si vous avez un pote qui est déjà allé à Europa Park, il y a de grandes chances pour qu'il vous ait parlé de Bluefire. C'est un peu ce qu'est la rivière sauvage à Center Parcs. On a tous ce pote qui parle de la rivière sauvage, alors que toi, t'es jamais allé à Center Parcs, hein? Bluefire, enfin Bluefire Mega Coaster Powered by Nord Stream 2 de son nom complet, est la toute première attraction du parc à avoir des inversions et à son ouverture avait le plus haut looping d'Europe. Mais c'est pas Dragon Khan à PortAventura le plus haut d'Europe à cette époque-là? Alors oui, rectification, c'est le plus haut looping d'Europe pour un coaster qui se lance, genre un launch coaster, tu vois. Ah oui, ça sent. Ah, c'est pas pareil. Bah non. Ouais. Ce coaster est vraiment bon, le démarrage à propulsion est parfait et comme pour Silver Star, le fait qu'on soit attaché au niveau des jambes et pas avec des harnais est beaucoup plus confortable. J'avoue juste que j'ai du mal à vraiment comprendre le thème par contre. Apparemment l'histoire ça serait une équipe de chercheurs qui voulaient puiser de l'énergie mais ça s'est mal passé et le train s'est emballé, mais c'est pas hyper clair et il n'y a pas grand rapport avec l'Islande. C'est surtout que Bluefire était sponsorisé par Gazprom au début et le logo de Gazprom c'est une flamme bleue quoi. Bluefire vous fera passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et sa particularité c'est qu'il comporte un petit parcours scénique au tout début pendant genre 45 secondes. Bon, si vous me demandez mon avis, ce mini parcours scénique c'est un peu de l'arnaque parce qu'au final t'es tellement intrigué par le truc qui prend ton rythme cardiaque devant ton siège que tu vois pas grand chose, mais le parc aime le mettre en avant donc voilà. Et on peut dire aussi que mine de rien, Bluefire a plus de 10 ans et qu'il tient encore vraiment bien la route. Après, est-ce que c'est la meilleure attraction du parc alors qu'il y a Flour der Cassandra juste à côté? Franchement, je sais pas. Et du coup, juste à côté de Bluefire, on a Vodan, des montagnes russes en bois sur le thème des légendes et mythologies vikings. Et d'ailleurs, le nom Vodan est un jeu de mots entre Wotan, la version allemande d'Odin, et Wooden, le nom anglais de ce type d'attraction. Bon alors la file d'attente peut être un peu longue, mais il y a pas mal d'éléments interactifs et immersifs, donc ça fait passer le temps. Sinon, pour décrire Vodan, disons que c'est un peu Tonnerre de Zeus sous stéroïdes. Ça va tellement vite que ça vous déshabille. Pensez d'ailleurs à prendre un soutif pas trop honteux pour la photo. Hein. Après Vodan et Bluefire, pour reprendre vos esprits, vous pourrez aller vous rafraîchir à la boutique Magnum et confectionner votre propre glace. Je vous jure que ça vaut trop les 30 minutes de queue juste pour prendre votre Magnum personnalisé dans le petit photoshoot de la boutique là, c'est non vraiment belle expérience. Bref, maintenant qu'on a fait le tour des zones à thème Europe, passons au thème fantastique avec une petite promenade dans la forêt enchantée de Grimm, anciennement appelée l'allée des contes et très fortement inspirée du bois des contes à Efteling, qui propose des contes interactifs et des décors à l'esthétique relative, on va dire. Mais il y a une poubelle qui parle et ça compense tout. Merci. Et on termine enfin notre visite avec la zone Arthur et les Minimoys. Alors, j'ai jamais été fan d'Arthur, mais honnêtement, cette zone, elle déchire. Alors cette zone, elle a ouvert en 2014 et elle s'inspire évidemment de la célèbre saga de Luc Besson. Chaque petit détail a été pensé avec minutie et même si vous avez jamais vu aucun film, si vous aimez juste être dans un décor immersif, vous allez adorer. L'attraction Arthur est facilement l'une des meilleures du parc et elle mixe parcours scénique et montagne russe suspendue. Vraiment, ça serait dommage de la zapper juste parce que entre guillemets c'est pour les enfants ou que vous aimez pas Arthur et les Minimoys. Et petit détail, c'est un type d'attraction construite par la famille Mack qui n'a malheureusement pas été vendue. Du coup, sa présence dans le parc, c'est aussi un petit
petit coup marketing pour que d'éventuels investisseurs en demandent un modèle. Actuellement, seuls 2 parcs, dont le futur Universal Beijing, en ont pris un modèle, qui seront bien sûr sur un autre thème qu'Arthur et les Minimoys. Voilà, il y a encore beaucoup à dire sur ce parc, mais là, ça sera à vous d'explorer. Maintenant, on passe aux astuces et conseils. Déjà, est-ce qu'il est possible de faire Europa Park en un jour? Eh bien, oui, mais... En un jour, vous aurez tout juste le temps de faire les grosses attractions, ce qui serait dommage car Europa Park c'est bien plus que le parc européen avec le plus grand nombre de coasters. Comme vous avez pu le voir, il y a plein de recoins à explorer, que ça soit des parcours scéniques à pied, des bâtiments, des petites attractions moins ambitieuses, de la bouffe ou juste des jolis coins sympas pour se reposer, se la péter sur Insta. Du coup, je vous conseille en fait de faire 2 jours, voire 3 même, en consacrant le premier jour aux grosses attractions en mode journée du combattant et le deuxième jour un peu plus chill pour vraiment prendre le temps de visiter le parc et d'assister au spectacle. Vous pourrez passer la nuit dans un des hôtels du parc qui propose toute gamme de prix ou dans un hôtel genre Formule 1 ou Ibis Hotel à proximité. N'hésitez pas d'ailleurs à séjourner à Strasbourg, ça pourra aussi vous donner l'occasion de visiter cette jolie ville. Bien sûr, je vous conseille d'arriver en avance, déjà pour profiter du parc un peu plus vide en matinée, mais aussi pour éviter les bouchons incroyables au parking. Roulantica, le tout nouveau parc aquatique du complexe Europa Park, ferme à 22h. Du coup, le bon plan, c'est d'y aller en soirée après une journée à Europa Park. Ça vous fera économiser une journée sur votre séjour et il y a moins de monde à Roulantica le soir de toute façon. Il y a d'excellents spectacles en tout genre à Europa Park, sans compter les nombreux spectacles de rue, même si je vous conseille de ne pas perdre de temps avec la parade. Hors Covid, il est même possible de faire une journée 100% spectacle. Bon, le souci c'est que la plupart sont en allemand, mais ils ont le mérite d'être divertissants. Niveau temps d'attente, l'avantage d'Europa Park c'est qu'il y a énormément d'attractions qui ont globalement un bon débit. L'organisation est au taquet, donc il y a peu de risques de se retrouver avec 2 heures de queue à chaque attraction pendant absolument toute la journée. N'est-ce pas PortAventura? Commencez le matin par les attractions au fond du parc, genre Blue Fire, ainsi que les attractions d'eau qui auront sûrement des temps d'attente ahurissants en après-midi. Et comme je l'ai dit, je pense pas que Atlantica Super Slash mérite beaucoup d'attente. D'ailleurs, pour vous rafraîchir, vous avez aussi Whale Adventure Northern Lights, un parcours en bateau où vous pouvez vous éclabousser et qui affiche généralement moins d'attente que les autres attractions d'eau. N'oubliez pas non plus les fils Single Riders qui fonctionnent très bien, surtout pour Arthur et Blue Fire. Ah bon, à savoir qu'en ce moment, en période de Covid, elles sont malheureusement fermées. Ah oui, Blue Fire, Atlantica, le quartier espagnol et Alpen Express ouvrent en avance pour les hôtels, donc vous étonnez pas s'il y a déjà du monde malgré votre organisation en béton. Le Voletarium dans la zone Allemagne, qui est un magnifique simulateur de vol, ouvre aussi un peu plus tôt. Il possède son propre système de fast-pass, les Time Tickets, pour réserver votre envol. En parlant de réservation, depuis 2020, Europa Park a mis en place un système de réservation de file d'attente en ligne via smartphone, le Virtual Line. Il vous suffit de télécharger l'application Europa Park, de scanner votre ticket et de réserver une plage horaire pour une des attractions. Il y a plein de points Wi-Fi dans le parc, donc pas de risque de ruiner votre 4G. Attention, ce système est dispo uniquement pour Cancan, Euromir, Blue Fire, Wodan et Arthur. Et je vous conseille de le faire tout de suite en arrivant parce que les places partent très vite. Ah oui, et surtout prenez une capture d'écran de votre QR code au cas où l'appli bug, ce qui nous est arrivé très fréquemment malheureusement. Comme d'habitude, ne soyez pas démotivés si en pleine après-midi il y a de la queue partout. Tourner en rond est la pire chose à faire dans un parc. Alors soit vous serrez les dents et vous faites la queue, soit vous en profitez pour aller faire autre chose, genre un spectacle ou un parcours scénique. Faites attention au Matterhorn Blitz et au bobsleigh dans le quartier suisse. À l'image des habitants de ce pays, ils sont pas pressés. On vous aime les Suisses. Le débit est très lent et autant le Matterhorn est rigolo à faire, surtout le démarrage, autant les bobsleighs sont pas incroyables, donc n'hésitez pas à passer votre chemin si vous n'avez pas le temps de les faire. Ne zappez pas la zone Irlande, même si elle est pour les enfants, elle est super sympa et les activités sont vraiment rigolotes. Et puis il y a des sièges pour se reposer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Prenez aussi le temps de découvrir des attractions un peu plus méconnues, comme le Columbus Yol en Espagne, qui est une attraction vraiment amusante, innovante et très inattendue. Faites Silver Star et Voletarium entre midi et 16h, généralement ils ont tendance à se vider un petit peu. Sinon, faut savoir que Europa Park est aussi considéré comme un parc juste de balade, donc sachez que les chiens sont autorisés en laisse pour la promenade. N'essayez pas de foutre Médor dans le Blue Fire par contre. Et d'ailleurs, toujours dans la logique où Europa Park peut aussi être perçu comme une sorte de parc public, le cinéma 4D redevient un cinéma normal après la fermeture du parc et projette les films du moment en allemand. Au cas où vous auriez envie de voir Scooby en version allemande, on sait jamais. Niveau restauration, je vous déconseille de manger au fameux looping. Alors d'accord, le concept est rigolo d'avoir sa bouffe sur des rails et tout ça, mais ça vaut pas les prix très élevés et la qualité très moyenne. Sinon, pour la petite anecdote, sachez qu'il y a une radio dans la zone française, Europa Radio. Vous pouvez l'écouter à tout moment et la visiter lors de votre venue au parc, voire même participer. Voilà. Il y a aussi une application pour les enfants, Europa Park Junior Club, où ils peuvent apprendre des choses et collecter des points quand ils font des attractions. Niveau accès, le mieux ça reste la voiture,
mais il y a aussi une navette qui part de la gare de Ringsem située à 4 km du parc. Enfin, Europa Park est un parc ultra vivant. Il y a sans arrêt des events et des soirées, donc à vous de checker sur le site s'il y a un truc qui vous intéresse pour bien calculer votre séjour. Ça vaut le coup d'y aller pour Halloween par exemple. Si vous êtes curieux et que vous aimez bien tout ce qui est soirée horreur, n'hésitez pas à checker ce que c'est que les Horror Nights Traumatica à Europa Park. Je pense que ça peut vous plaire. Voilà, je pose ça là. Avant de conclure, un grand merci à Gaëtan Fernet qui nous a fourni beaucoup d'informations sur cette vidéo. Merci Gaëtan. Ok, alors maintenant on passe au point positif et il y en a pas mal. Déjà, premier point positif très important, le rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Je veux dire, on est sur un parc qui est pratiquement même plus que le level de Disneyland Paris et c'est moitié son prix, c'est à peu près 50 € l'entrée. Je pense que c'est dû au fait que le parc produise la plupart de ses attractions, du coup ils peuvent se permettre peut-être de baisser les prix d'entrée et d'offrir des prix moins abusés. La thématisation et les décors sont juste incroyables. Le parc est super dense, pourtant il n'y a pas un seul petit recoin, un seul petit détail qui est laissé au hasard, c'est vraiment magnifique. Les attractions sont globalement toutes très réussies conceptuellement, même les manèges pour les petits et même celles qui sont un petit peu en dessous comme le manoir hanté vous feront au moins bien rigoler. C'est un parc qui évolue à une vitesse ahurissante, il y a des nouveautés quasiment tous les ans et ne se repose jamais sur leur laurier. Par exemple, Eurosat et Piraten in Batavia auraient pu rester de simples copies de Space Mountain de Pirates des Caraïbes, mais non, ils se sont complètement réinventés pour se détacher de ça. C'est impressionnant de voir à quel point le parc et ses personnages ont une vraie image de marque avec une communauté de fans très dévouée et pourtant ils ne se reposent pas du tout sur une licence qui existe déjà ou sur un univers fictif, bon, sauf le land d'Arthur. De manière générale, on ressent bien la Deutsche Qualität. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Enfin, la qualité allemande quoi, parce que tout est super bien organisé, très carré, très rigoureux et même avec le Covid, on passe une très bonne journée. Malgré le fait que c'est le deuxième parc le plus fréquenté d'Europe, les temps d'attente ne sont pas du tout abusés. Nous par exemple, on n'a pas fait plus de 45 minutes de queue. Et en plus avec la Virtual Line, si elle fonctionne, on peut s'organiser. Ok, maintenant on passe au point négatif et franchement il n'y en a pas des tonnes. Bon, déjà on peut dire que certaines attractions sont peut-être un petit peu vieillissantes, mais bon le parc compense largement avec plein de nouveautés à peu près tous les ans. Sinon, bon ok, il faut dire que je trouve que c'est pas très facile de se déplacer dans le parc, on se perd très facilement. Je sais que j'ai un sens de l'orientation pourri, mais là le plan n'est pas du tout instinctif. Après ce qui est bien c'est que ça permet de tomber sur des attractions ou des coins qu'on n'aurait pas forcément explorés comme ça de prime abord, mais c'est vrai que parfois ça peut poser problème quand on veut vraiment aller d'un point A à un point B. Même si la plupart des opérateurs parlent français, parfois ils parlent un français un peu approximatif qui peut mener à des malentendus. Et aussi certains spectacles ne sont qu'en allemand, donc si vous avez fait anglais LV2, tant pis. Et dernier point négatif, c'est un peu dommage que Silver Star et Blue Fire, qui sont quand même les grosses attractions phares d'Europa Park, n'aient pas un thème plus poussé. En fait leur thème se limite à leur sponsor et ça ressemble plus à une grosse pub. Ça aurait été bien qu'ils arrivent à trouver une petite histoire autour, bon en se basant quand même sur les sponsors du coup, et qu'ils arrivent aussi à mieux les implémenter dans leurs zones respectives, c'est-à-dire la France et la Scandinavie. L'application est une bonne idée, mais honnêtement pour nous en tout cas elle n'a pas très bien marché, voire pas du tout. Donc on est arrivé à Piraten in Batavia avec une réservation qui par exemple ne fonctionnait juste plus, et du coup on peut pas vraiment voir étant d'attente, donc c'est un peu la surprise. Mais peut-être que c'est juste la nôtre qui a pas marché, ça je sais pas. Et voilà, et bah conclusion, je pense que Europa Park mérite largement sa place de meilleur parc d'Europe, et même si c'est PortAventura qui détient tous les records, je préfère faire un looping qui fait 2 mètres de moins et ne pas me taper l'organisation désastreuse de PortAventura. Plus qu'à espérer que leur projet de faire un téléphérique qui relie la France à Europa Park se concrétise un jour. Je sais pas si ça sera plus pratique que la voiture, mais en tout cas, ça sera marrant. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine!